Bonjour à tous, cette vidéo pour partager avec vous les notions essentielles et les informations essentielles à avoir à l'esprit en matière de formation continue dit au BSP. La formation continue dit au BSP est impérative pour tous les intermédiaires bancaires, quelle que soit leur nature juridique, quelles que soient les catégories d'intermédiaires dans lesquelles ils exercent, quelles que soient les natures de produits vendus. C'est une obligation qui est arrivée en 2016 avec la fameuse directive sur le crédit immobilier transposée en droit français. Donc c'est une obligation de formation continue impérative en 2017, en 2018, à nouveau en 2019 et chaque année. Elle est d'un volume très précis que chacun connaît bien. Chaque intermédiaire doit suivre chaque année 7 heures de formation continue. Ces 7 heures doivent prendre place entre le 1er janvier de chaque année et le 31 décembre de chaque année. Le 31 décembre, après le 31 décembre, il est trop tard pour suivre la formation continue. C'est essentiel parce que cette formation continue est l'un des morceaux de la capacité professionnelle. Chaque intermédiaire se souvient qu'il ne peut pas exercer son activité sans avoir une capacité ou une compétence professionnelle certifiée par des justificatifs précis. La compétence professionnelle ou la capacité professionnelle provient d'un document initial, soit une expérience professionnelle, soit un diplôme, soit une formation initiale d'intermédiaire bancaire, par exemple la formation de niveau 1 IOBSP qui permet aux courtiers d'exercer. Ça, c'est la base pour démarrer l'activité. Eh bien, la capacité professionnelle ou cette compétence professionnelle n'est pas valable, n'est plus valable, s'effondre si l'intermédiaire n'a pas suivi la formation continue. C'est un sujet assez sensible parce qu'en cas de contentieux, la responsabilité de l'intermédiaire est très lourdement engagée s'il a vendu des contrats de crédit, par exemple, à un client, sans disposer de la capacité professionnelle. Dit autrement, la capacité professionnelle, c'est le droit de vendre. Sans capacité professionnelle, on ne peut pas vendre, on n'a pas le droit de vendre. Quelles sont les personnes qui sont concernées ? Je l'ai dit, l'ensemble des intermédiaires bancaires, ça veut dire les courtiers, ça veut dire les mandataires, non exclusifs ou exclusifs d'établissements de crédit, prêteurs, mais ça veut dire les mandataires également des précédents, mandataires de courtiers par exemple, et bien entendu les salariés de ces différents IOBSP. Les salariés ne sont pas inscrits au registre unique national des intermédiaires, mais ils doivent posséder la capacité professionnelle. Et ils doivent posséder la capacité professionnelle, donc ils doivent entretenir cette capacité professionnelle par la formation continue. Deuxième catégorie de personnes, en dehors des salariés qui doivent détenir cette compétence professionnelle, donc la formation continue, les dirigeants des entreprises, les dirigeants des activités d'intermédiation bancaire, ceux qui encadrent ou ceux qui dirigent ces activités, doivent suivre la formation continue, même s'ils ne sont pas en relation directe avec les clients. Donc ça, c'est une deuxième particularité qu'il est très important d'avoir à l'esprit. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette formation continue de 7 heures ? Les objectifs juridiques qui sont décrits par la législation sont assez clairs, ou plutôt clairs. Chaque intermédiaire doit disposer des connaissances et des compétences appropriées à ses activités, à la vente par exemple de crédit immobilier ou de regroupement de crédit. Le deuxième objectif juridique, c'est que la formation continue porte sur l'élaboration, la proposition ou l'octroi de crédit. Donc on voit bien que la proposition de contrat de crédit, c'est centralement l'activité d'un distributeur et d'un intermédiaire bancaire. Les objectifs pédagogiques de la formation continue sont également assez simples et assez clairs, au nombre de 3. Principalement aujourd'hui, approfondir la nouvelle législation en matière de crédit aux particuliers et spécialement en matière de crédit immobilier. La législation en matière de crédit immobilier est arrivée en droit français en 2016. On l'a dit à plusieurs reprises, elle est toute neuve, encore à découvrir, pas toujours très claire, pas toujours très simple non plus. Et donc il y a beaucoup de sens à passer un peu de temps à comprendre cette législation du crédit immobilier, sauf pour ceux d'entre vous qui ont lu dans le détail toute la directive de 2014 sur le crédit immobilier. Mais à mon avis, ça a dû leur prendre plus de 7 heures. La deuxième
Le deuxième objectif pédagogique, c'est bien entendu de comprendre les nouvelles pratiques qui sont contenues dans ces grands principes de la directive sur le crédit et de la législation en général sur le crédit aux particuliers. Et le troisième objectif pédagogique, qui est assez important, c'est de bien identifier les risques juridiques qui sont liés à l'activité d'IOBSP. Identifier les risques juridiques de l'activité d'IOBSP, ça ne veut pas dire se faire peur avec des théories très abstraites et très compliquées. Ça veut dire tout simplement être capable de dire quand on engage des actes commerciaux, si on se met en risque juridiquement ou si on est plutôt dans un bon niveau de sécurité. Tout simplement, il faut bien comprendre que comprendre ces notions juridiques, c'est permettre de s'en débarrasser. L'objectif n'est pas de vendre avec un code monétaire dans une main, un code de la consommation dans l'autre. L'objectif est de maîtriser les notions principales et de pouvoir s'en débarrasser pour être libéré dans l'activité commerciale. Les programmes de formation et les contenus de formation continue d'IOBSP, à la différence des autres programmes de formation, ne sont pas donnés avec précision. Ils sont laissés à la proposition des organismes de formation. Donc on les découpe, chaque organisme de formation les découpe et les compose comme il le souhaite. Par exemple, il est tout à fait possible pour remplir un parcours de 7 heures, de concevoir un module de 3 heures et 2 autres modules de formation de 2 heures, 3 modules de formation en tout par exemple, qui permettent de faire le tour des différents sujets. La thématique principale de ces modules, par exemple d'un module de 3 heures, c'est évidemment de répondre aux objectifs de bonne connaissance de la directive sur le crédit immobilier, avec une composante toujours présente de bonne compréhension, de prévention du surendettement. Comment, dans la commercialisation du crédit, et spécialement du crédit immobilier, on peut aider, on peut favoriser cet objectif d'éviter que les clients, les emprunteurs, tombent ensuite dans le surendettement, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument catastrophique. Et ensuite, les autres thématiques sont libres. Des thématiques importantes comme la responsabilité civile de l'intermédiaire bancaire, ses obligations qui sont les conditions de cette responsabilité civile. Quelles sont les obligations d'un intermédiaire ? Ce sont des notions qu'un intermédiaire, un salarié, un mandataire doit avoir à l'esprit très fortement. Bien sûr, maîtriser les fameuses obligations précontractuelles, dont l'obligation de conseil, ça c'est une dimension extrêmement importante. Par exemple, également maîtriser les grands principes de protection des consommateurs, et spécialement les principes de protection des consommateurs bancaires. Une autre notion très utile dans ces modules de formation continue est de bien comprendre comment s'exerce le contrôle de l'activité des intermédiaires. Par exemple, le contrôle qui est exercé par une autorité administrative très importante qui s'appelle l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont l'objectif est à la fois de veiller à la stabilité du système financier et de veiller à la protection des intérêts des clients. C'est une autorité qui contrôle directement les intermédiaires bancaires. C'est donc assez important de comprendre comment cette autorité exerce ce contrôle. D'autres autorités administratives contrôlent les intermédiaires. Bien sûr, la DGCCRF, qui est chargée de la protection des consommateurs, notamment à travers ses directions départementales dites de protection des populations. La CNIL, qui exerce un contrôle administratif ciblé en matière de protection des données personnelles. Et celui qu'on oublie souvent, mais celui qui contrôle pratiquement fréquemment l'intermédiaire, c'est bien sûr le juge civil. Que faire en cas de contentieux avec un juge civil ? Que faire lorsqu'un client mécontent engage une procédure judiciaire ? À quoi l'intermédiaire est confronté ? Ce sont des choses auxquelles il faut être préparé quand on exerce une activité d'intermédiaire bancaire. Donc voilà les différentes thématiques qui peuvent être définies et qui par définition ont vocation à revenir tous les 2 ou 3 ans, parce qu'on est dans une logique de formation continue et dans une logique d'actualisation. Ce ne sont donc pas les thèmes qui vont varier, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, leur contenu. Pour terminer, quels sont les documents et les processus de validation de la formation continue ? La formation continue donc, consiste à suivre des modules de formation de 7 heures tels que ceux qui sont proposés. Elle se clôt par un test de contrôle des connaissances qui permet de vérifier la progression du stagiaire et la bonne compréhension des différentes notions. C'est indispensable.
Et puis, elle se matérialise par 2 documents très importants. Eh bien, 2 documents, et non pas un seul. Le document central, c'est l'attestation de formation continue. L'attestation de formation continue permet à l'intermédiaire de certifier qu'il a bien rempli son obligation de formation continue entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est un document qui n'est pas à produire. L'ORIAS, par exemple, ne le demande pas. Donc c'est un document qui doit être soigneusement conservé dès la formation, puisqu'on doit pouvoir le produire à n'importe quel moment en cas de contrôle. L'attestation de formation continue. Le deuxième document essentiel à délivrer, c'est le livret de formation continue. Beaucoup de personnes ont à l'esprit que seule l'attestation de formation continue suffit. Et c'est absolument faux. La législation, en l'occurrence la réglementation, est extrêmement claire sur ce point. Le deuxième document administratif qui doit être délivré, c'est un livret de formation continue qui ne donne pas simplement l'attestation que la formation a été suivie, mais qui en donne le détail. Quelles sont les matières qui ont été étudiées, pour quelle durée, dans quel contexte, avec quels objectifs. Voilà ce que décrit le livret. Même chose, ce livret doit être conservé, puisque chaque intermédiaire doit prouver qu'il a effectué cette formation continue. Il y a bien sûr également tous les documents administratifs habituels prévus par le Code du travail qui sont à remplir, mais ce sont les documents habituels de formation qui n'ont rien de spécifique. Les vrais documents spécifiques à l'intermédiaire bancaire sont l'attestation et le livret de formation. Voilà ce que permet la formation continue, qui est un point d'entrée extraordinaire pour beaucoup d'intermédiaires et une occasion extraordinaire de questionner ces pratiques, de réfléchir à la manière dont chaque intermédiaire pratique son activité en rafraîchissant ses connaissances auprès des présentations essentielles, complètes, exhaustives, des obligations, des dispositions juridiques qui sont applicables à sa profession. On n'a pas toujours en tête les obligations juridiques, comment elles évoluent, comment la jurisprudence peut évoluer, comment l'actualité peut évoluer. Le droit bancaire a cette particularité qu'il est très récent et qu'il est très mouvant. Il change beaucoup. Et c'est donc une chose vraiment précieuse pour les intermédiaires que d'être à jour dans leurs connaissances bancaires. Ça permet une pratique commerciale solide, ça permet une pratique commerciale sereine.